Hop. Donc, ce soir, eh bien pour ce soir, je vais peut-être commencer par vous introduire deux notions qu'on qu'on doit au grec ancien, donc la catabase et l'anabase. Alors, comme ça, effectivement, ça me paraît un peu compliqué comme ça en apparence. Mais vous allez voir, vous allez comprendre l'idée, elle est assez simple, hein. Ces deux notions, on les trouve essentiellement pour décrire ce qu'on appelle des mythèmes. Quand on étudie les mythes, les mythologies, on étudie ce qu'on appelle des mythèmes, c'est-à-dire des thématiques récurrentes dans les mythologies, que ce soit bien sûr la mythologie grecque, mais également la mythologie égyptienne, la mythologie chinoise, etc. Donc, ce sont finalement ce qu'on appelle des invariants, des choses qui ne changent pas et qu'on trouve quasiment dans toutes les mythologies du monde. Et donc, la catabase et l'anabase, ce sont deux mythèmes qui ont une connotation finalement assez simple, hein. La catabase, qui vient du grec katabasis, c'est la descente du héros dans les enfers. Donc, quand le héros, effectivement, descend vers les enfers, dans le royaume d'Hadès, dans la mythologie grecque, et on peut penser par exemple au héros grec le plus célèbre, qui n'est autre que Orphée, le héros Orphée qui descend dans les enfers pour récupérer sa bien-aimée Eurydice. Je rappelle d'ailleurs que le mythe d'Orphée a donné naissance d'ailleurs à un culte, hein, un culte qu'on a appelé l'orphisme. Donc la catabase, hein, effectivement, ça renvoie à un mythème qui est assez célèbre, qui est la descente vers les enfers. Et l'anabase, c'est le pendant qui est contraire. C'est la montée vers le ciel, vers l'Olympe. Donc on a l'effet contraire. Alors, pourquoi introduire deux notions qui sont essentiellement liées à la mythologie et également à la liturgie, parce que effectivement, on a beaucoup de cérémonies liturgiques, on va reprendre finalement ces thématiques-là. Par exemple, une anabase qui est très célèbre, je pense notamment à l'ascension de Jésus vers le ciel. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le texte biblique qui est l'équivalent, si vous voulez, d'un mythe. Et on va le retrouver, bien évidemment, dans la liturgie. Donc, l'intérêt pour nous, psychanalystes, c'est de nous inspirer effectivement de ces notions et de voir comment elles peuvent nous inspirer dans notre pratique clinique. J'insiste là-dessus aussi parce qu'il faut quand même rappeler que, en tout cas personnellement, je trouve qu'un des traits essentiels de la psychanalyse, notamment un coup de génie de Freud, c'est d'avoir montré que les mythes, ça parle des problèmes, de nos problèmes quotidiens. C'est-à-dire que quand Freud s'intéresse aux mythes d'Oedipe, il y voit quelque chose qui concerne l'homme en général, ses problèmes psychologiques. Donc, il fait un lien finalement entre le récit, la fiction, et ce que l'on rencontre comme problème au quotidien, comme souffrance psychologique. Donc, l'intérêt, il est là. C'est-à-dire que la psychanalyse n'a de sens que parce que, quelque part, Freud comprend que dans l'imaginaire, dans la fiction, dans la mythologie, ça parle de nous, ça parle de nos problèmes psychologiques. En même temps, il y a les complexes, et Freud l'a bien décrit. Et Jung aura un autre rapport parce qu'il dira que dans le mythe, il y a aussi les résolutions. Il y a des solutions. Ça veut dire que le héros mythologique, il nous montre aussi la voie ou comment résoudre certains conflits psychiques. Et donc, le mythe, le récit mythique, c'est une base incroyable, c'est une base clinique. C'est ce qu'a essayé de montrer Freud et après lui Jung. Pour des psychanalystes plus récents, je pense notamment à James Hillman. Il y a un livre formidable qui s'appelle « La fiction qui soigne ». Et il explique que c'est
que ce n'est pas seulement la parole qui fait acte thérapeutique, mais c'est aussi le récit clinique. C'est-à-dire une psychanalyse personnelle, c'est aussi une histoire, c'est un récit entre un analyste et un analysant. Donc, on fabrique aussi, on refait une histoire. Et je trouve que c'est très essentiel de comprendre la notion d'histoire parce que aussi ce qui fait mal dans, dans notre, au quotidien, quand on essaie de comprendre et quand on s'intéresse aux symptômes ou aux pathos, on comprend bien que les symptômes ou les souffrances, elles sont imbriquées dans une histoire et qu'il faut prendre en compte justement cette histoire. Donc, voilà, je le rappelle, je pense que c'est important d'insister là-dessus, le lien intrinsèque qui existe entre la psychanalyse et la mythologie et la fiction en général. Et donc, s'intéresser à la catabaxe, par exemple, le fait que le héros descende aux enfers. Alors, il y a plein d'exemples. Hein. Hercule aussi, à un moment donné, Hercule descend dans les enfers, il affronte Cerbère et puis il remonte à la surface. Donc, dans Platon, on trouve dans le livre La République, on trouve une conclusion. Dans la conclusion de ce livre, il y a une référence au mythe d'Air le Pamphilien et qui fait un voyage et comment l'âme apparaît sur Terre. Donc, il y a tout ce voyage-là. Donc, l'intérêt pour nous, finalement, quand on essaie d'expliquer cette notion de catabase, pour moi, c'est de faire le lien, bien sûr, avec l'histoire personnelle de notre analysant. Vous avez tous en tête les nombreuses biographies de nos stars de cinéma, de nos rockers, etc. On peut penser à Johnny Hallyday, à Marilyn Monroe. Et quand on s'intéresse à leur histoire, eh bien, effectivement, on peut, dans leur histoire, repérer déjà ce qu'on appelle une catabase. C'est-à-dire, effectivement, je pense à certaines rockstars qui s'enlisent dans les problèmes de drogue, d'alcool, et ils racontent dans leur récit comment ils ont vécu l'enfer. Donc, cette catabase, effectivement, elle fait sens, elle fait suture tout d'un coup. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose qui appartient au mythe et de la manière dont l'esprit occidental parfois regarde le mythe, parce que je rappelle qu'avant Freud et parmi, je dirais, dans d'autres disciplines, on considère le mythe comme quelque chose qui est faux, quelque chose qui est mensonger. Alors que Freud montre que finalement, il y a des vérités psychologiques dans le mythe, dans le récit mythique. Et la catabase, encore une fois, effectivement, fait référence à des moments, non seulement dans le récit mythologique, mais aussi dans notre récit de vie. Parce que quelque part, quand on va en analyse, souvent, c'est parce qu'effectivement, il y a une demande, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui relève de la catabase. On a vécu quelque chose qui fait mal, qui ressemble à une descente aux enfers et qui demande à être interrogé, à être questionné, à être verbalisé. Mais la mythologie nous dit aussi que finalement, la catabase est souvent accompagnée d'une anabase, c'est-à-dire qu'il y a une montée vers l'Olympe, une montée vers le paradis, une montée vers le ciel, une sorte de résurrection, de renaissance. Et donc ça, effectivement, ce couple, ce duo catabase-anabase, on va le retrouver dans quasiment tous les mythes, que ça soit en Chine, en Grèce, en Amérique du Sud. On va le retrouver quasiment partout, jusqu'aux mythes contemporains, c'est-à-dire on va le retrouver dans Harry Potter, dans Le Seigneur des Anneaux, dans Star Wars, dans beaucoup de récits. Donc, que ce soit la littérature, on va retrouver ce duo dans beaucoup de jeux vidéo. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de fiction. C'est aussi un duo qu'on va retrouver dans l'ensemble de ce qu'on appelle les rites initiatiques, que ce soit effectivement dans la majorité des tribus primitives ou archaïques, mais qu'on trouve effectivement dans des religions beaucoup plus contemporaines. Donc, le modèle initiatique est un modèle qui traverse l'espace et le temps.
Donc, on trouve un petit peu dans toutes les cultures, hein. Je rappelle que les ethnologues, les anthropologues ont répertorié à peu près plus de 20 000 sociétés humaines dans notre histoire, donc plus de 20 000 modèles culturels. Et que voilà, l'hypothèse que moi j'ai soutenue dans ma thèse, c'est de dire que l'initiation est un des modèles culturels les plus universels dans notre histoire. Donc ça, c'est effectivement ce que j'ai soutenu comme postulat. Et cette initiation, elle repose sur le couple catabase-anabase. On le retrouve également dans la Bible, pour ceux qui connaissent un peu mieux, par exemple, dans le Nouveau Testament, il y a l'idée que finalement, Jésus finalement traverse les enfers, traverse le désert pour accéder à un statut divin. Donc, comment dire, sa résurrection, elle dépend aussi je dirais de son chemin de croix. Donc, il y a le chemin de croix avant la résurrection. Donc, il y a cette idée qu'on retrouve encore une fois dans beaucoup de rites de passage, comme quoi il faut, pour renaître, pour naître en tout cas une seconde existence, il faut traverser les enfers. Il faut traverser le désert. D'ailleurs, dans tous les rites initiatiques, il y a ce qu'on appelle des épreuves. Donc, par exemple, dans certaines tribus en Amérique du Sud, on fait subir des épreuves donc, initiatiques où ça peut être des duels au corps à corps, ça peut être par exemple certaines mutilations du corps, comme effectivement se frotter la peau avec des dents de piranha. Donc, il y a quelque chose de très intense, de très douloureux. Et ce sont des pratiques qui existent quasiment dans toutes les zones géographiques et temporelles du monde. Alors, effectivement, comme il y a plus de 20 000 sociétés humaines, on se rend bien compte qu'il y a toutes sortes d'épreuves. En Afrique, on trouve par exemple le saut à l'élastique. Alors, ce n'est pas aussi sécurisé qu'en France ou en Europe, parce qu'en Europe, quand on fait le saut à l'élastique, on est quand même bien anarché, etc. On est bien en position de sécurité. Là-bas, en Afrique, effectivement, on accroche le néophyte à des lianes tout en haut d'un échafaudage de fortune. Et il y a l'élastique, il tient ou il ne tient pas. Donc, il y a un mort sur 100 à peu près. Donc, voilà, l'espace sécuritaire, il est ce qu'il est. Mais ce qui est intéressant vraiment d'observer pour nous, c'est de comprendre que l'anthropologie nous dit que la simulation, parce qu'on pourrait prendre ça comme une sorte de simulation de l'enfer, et c'est quelque chose qui, en tout cas, qu'on trouve dans quasiment toutes les sociétés de tradition. Et mon hypothèse, en tout cas que j'ai développée dans ma thèse universitaire, c'est de dire que la société occidentale a voulu faire l'économie des rites initiatiques. C'est-à-dire qu'en entrant dans la modernité, on a voulu petit à petit, je dirais, effacer et faire disparaître ces rites initiatiques qui ont en quelque sorte survécu dans nos fictions et dans certains traits culturels. Mais ils ont quasiment disparu, c'est-à-dire que dans les sociétés de tradition, pour devenir un homme ou une femme, il faut traverser donc des épreuves initiatiques. D'ailleurs, je rappelle que ces épreuves initiatiques sont souvent liées à ce que vit la femme quand elle accouche, quand elle donne naissance à un enfant, parce que souvent, on considère dans beaucoup de tribus que le rite de passage vient aussi simuler les douleurs qu'accompagne l'accouchement. Donc, il y a un lien qui est très fort entre l'accouchement d'un enfant et le rite initiatique. Et d'ailleurs, on retrouve encore une fois l'élément, la catabase, parce que l'accouchement peut être extrêmement douloureux pour une femme. Je pense que ça peut peut-être avoir des témoignages ici, mais ça peut être un moment douloureux. C'est pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai vécu en tout cas avec ma femme n'était pas très agréable. En tout cas, pour elle, ce n'était pas agréable. Et moi, je compatissais comme je pouvais. Mais voilà, je suis resté quand même 30 heures en salle d'accouchement et c'était pas très agréable pour ma femme à l'époque. Donc, je sais que ça peut être très douloureux. Et c'est vrai que il y a un lien qui est très intéressant entre comment on crée un rite de passage en s'inspirant un petit peu donc de l'accouchement d'un enfant. Donc, l'anabase,
vous le comprenez bien, c'est un petit peu l'opposé de la catabase, c'est-à-dire que c'est le moment d'ascension, c'est le moment où finalement on est en plénitude avec soi-même, c'est l'extase, c'est le moment où je me sens vraiment bien avec moi-même et j'ai l'impression effectivement d'être en lévitation, donc c'est ce moment de grâce. Et on le retrouve exactement aussi dans beaucoup de mythologies, c'est le moment où le héros arrive à ce que j'ai appelé le dépassement du tragique. Parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le mythe? C'est la mise en valeur du tragique de la vie. Et c'est ça aussi que met en valeur Freud, que la vie, c'est tragique parce que ça meurt, parce que ça souffre. Et c'est en même temps valorisé et en même temps, donc ça ce que les Grecs appellent, ça fait office de catharsis, c'est-à-dire que ça purifie l'âme et en même temps, ça donne du sens. Le fait de le représenter, la souffrance tragique dans un mythe, ça permet aussi de donner du sens. Donc, on aurait pu d'ailleurs en parler la semaine dernière, à l'occasion de notre conférence sur la psychanalyse existentielle, parce qu'effectivement, vous voyez bien que parler de mythe, c'est finalement aussi parler de tragédie. Et donc, on en revient bien sûr aux conditions de notre existence, aux conditions tragiques et douloureuses de notre existence. Donc, les mythes, ça parle de ça, ça évoque tout ça. Et ça donne du sens, parce qu'effectivement, il y a des mythes héroïques, mais il y a aussi des mythes cosmogoniques. Là, je parle essentiellement, la catabase et l'anabase, ça concerne essentiellement ce qu'on appelle les mythes héroïques. Après, il y a ce qu'on appelle des mythes cosmogoniques, c'est-à-dire des mythes qui expliquent comment l'univers a été créé, comment l'homme et la femme ont été créés. Donc voilà, je voulais juste introduire ces deux notions parce que je trouve que ça peut être intéressant quand on écoute l'histoire d'un analysant, de pouvoir justement parfois situer ces deux événements, des deux événements de vie que sont la catabase et l'anabase, parce qu'effectivement, on peut, à l'image d'ailleurs des rockstars qui sont un petit peu les héros des temps modernes, ces rockstars, effectivement, mais qui racontent leur vie, qui racontent ses enfers et qui racontent aussi ses résurrections. Il y a d'ailleurs un album de Renaud, je crois, qui s'appelle Le Phénix et qui parle de cette résurrection. Parce que Renaud, qui est en tout cas un chanteur que j'aime beaucoup, c'est vrai qu'il parle beaucoup de ses catabades et de ses anabases, parce que c'est un peu les montagnes russes, sa vie. Et ce qui fait qu'il y a quelque chose d'héroïque. Et je pense ce qui peut-être explique aussi que beaucoup de Français admirent cet artiste-là. Je pense que ça peut faire suture. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un vaste sujet. Oui, Frédéric. Oui. Oui, c'est intéressant que Jung en a beaucoup parlé de la catabase, et Saint John Perse aussi beaucoup, ainsi que Goethe. Et c'est intéressant parce que même pour Goethe, il disait que c'était le fil rouge de la mythologie. Ah, c'est beau ça. C'est Goethe qui dit ça? Goethe, oui. Ah, oui, je rappelle et, et le livre de chevet de Jung, c'était l'Odyssée quand même. Ouais, et je rappelle que Goethe, c'était resté quand même l'auteur de référence de Freud et de Jung. Oui. C'est qu'il a beaucoup, beaucoup inspiré la psychanalyse à ses débuts. Donc, il faut lire Goethe, il faut lire vraiment Goethe. C'est fascinant. Oui, Alain? Voilà, le micro est branché. Oui, on parlait de Goethe. Il y a un très bon bouquin qui est une référence, qui est Le Serpent vert, Ouais. qui est un excellent bouquin qu'il faut que tout le monde lise. Et là, donc, ça met sur certaines voies, sur des voies multiples. Et je pensais aussi dans la catabase et l'anabase à la mélancolie, le vague à l'âme, surtout chez des artistes, puisqu'on en parlait, il y a les contemporains, mais il y a Hemingway, il y a dans les peintres Rothko, il y a Van Gogh, il y a Primo Levi, il y a Zweig. Bon, et puis j'aime bien aussi l'histoire du cri de Munch, qui exprime quand même énormément de choses. Et donc, tous ces artistes étaient vraiment dans la catabase et l'anabase. Je crois que c'était des cas très, très intéressants. C'est ce que je voulais dire là-dessus. Et puis, finalement, on en arrive à la dépression, qui est le mal du siècle. C'est ça, en définitive.
Et donc, et dernier petit exemple, mon ami Prométhée, voilà, qui est monté, qui a gravi la montagne sacrée et dont la chute a été terrible. Donc voilà. Donc lui, il a fait le contraire. Lui, il a fait anabase et catabase. Mais c'est pas le bon chemin. Il faut inverser, c'est mieux, hein. Voilà, j'ai dit. Et merci Alain. C'est vrai qu'effectivement, voilà, l'essence, en tout cas l'ordre, dépend, voilà, dépend de beaucoup de choses. Je rappelle que Freud aussi a connu ses catabases. Une catabase qui a été importante entre 1894 et 1900, hein, juste avant, hein, la période avant la publication de l'interprétation des rêves. Freud connaît une dépression monumentale, hein. Il raconte ça, justement, c'est cette dépression-là qui donne aussi, quelque part, qui permet en tout cas de développer la psychanalyse, hein. La correspondance qu'il a avec William Fliess, c'est dans cette même période, hein. Freud est très très mal dans sa vie. Il ne réussit pas. C'est un homme qui rêve de découvertes scientifiques. Il est très brillant, c'est un brillant chercheur. Et ça coince pour des questions aussi, des questions de pognon, des questions qui vont obséder Freud toute sa vie, parce qu'effectivement, on n'aura cesse de manquer d'argent. Parce qu'en même temps, c'est quelqu'un qui est passionné par la recherche, mais son directeur scientifique à l'époque lui dit, mais le problème, c'est que ça n'est pas suffisant pour gagner sa vie et faire vivre une famille, donc il vaut mieux tabler sur les études de médecine et ouvrir un cabinet libéral. Le problème, c'est que Freud essaye l'hypnose, c'est un échec total. Il essaye d'autres méthodologies, notamment pratique le magnétisme, le massage, etc. Et il se ramasse. C'est un échec total. Donc, effectivement, il y a une culpabilité parce qu'il se sent dépendant de son père. Pendant très longtemps, c'est le père de Freud qui a financé les études et qui a financé la vie de couple, la vie de famille de Freud. Donc, il y a une culpabilité aussi énorme qui est là pour Freud, une souffrance, une dépression. Et donc, on a cette période-là qui est importante. Et on voit un Freud qui, tout d'un coup, à partir de 1896-97, eh bien, il se met vraiment à travailler sur ses rêves, à essayer vraiment de comprendre cette importance du rêve, comment on peut interpréter les rêves. Parce que je rappelle qu'au XIXe siècle, Freud n'est pas le premier à interpréter les rêves. C'est toute une époque qui s'intéresse par le biais des sciences occultes et autres. On parle des rêves dans les salons, etc. Et Freud a une intuition de génie, effectivement, de mettre en place une méthode pour interpréter les rêves. C'est ça qu'il essaye de réaliser. Donc, il se passe beaucoup de choses, hein, dans ce moment qui est en quelque sorte la première catabase de Freud et qui, quelque part, peut-être contribue à la naissance de la psychanalyse, notamment à partir de la publication de l'interprétation des rêves en 1900. Et derrière, donc, on a du coup une sorte d'anabase, puisque effectivement, on va avoir en tout cas les 10 premières années, on a quelque chose qui commence à prendre. Il y a une petite effervescence. Freud accueille des disciples, donc la psychanalyse commence à devenir importante. Il y a une première société qui est créée, la Société psychologique du mercredi. Ensuite, en 1910, la création de l'Association internationale de psychanalyse, dont Jung fut le premier président. Donc, vraiment, là, les 15 premières années, donc entre 1900 et 1915, 1914, on va dire, c'est-à-dire au moment de la Première Guerre mondiale, eh bien, là, on a une période de prospérité, on a vraiment une anabase, quelque chose qui est une ascension pour Freud, puisque c'est une reconnaissance pour lui en tant que scientifique, en tant que psychanalyste, en tant que médecin. Et puis, il y a une deuxième catabase qui est malheureusement extrêmement tragique, dont je sais pas, enfin, c'est pas quelque chose qui est souvent évoqué, mais c'est vrai qu'à partir de 1919, après la Première Guerre mondiale, Freud aussi rentre dans, on va dire, une seconde dépression parce que il y a l'annonce de sa maladie, hein, il a un cancer de la mâchoire, il aura 20 opérations de la mâchoire. Donc, avec la douleur de l'époque, enfin, on n'a pas les analgésiques d'aujourd'hui. Donc, à cela s'ajoute, il perd sa nièce adorée, il perd une de ses filles. Donc, il y a vraiment il perd sa petite fille aussi, je crois. Donc, il y a vraiment les années 20 pour Freud, c'est vraiment aussi une deuxième catabase, hein, un moment très douloureux. Et il n'a plus de patients. Il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y a plus de patients à Vienne, hein.
et qu'il est obligé de demander à ses disciples qui sont à Londres et à New York pour qu'on lui envoie des patients. Donc, il reçoit des patients anglais et américains pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, c'est dire effectivement cette période difficile pour cet homme-là qui avait connu juste avant donc, une certaine gloire. Il est obligé de repasser par les enfers. Et puis, ça va être, la remontée va être difficile puisque ensuite, on arrive en 1933, les nazis débarquent et il est obligé de quitter Vienne pour Londres. Donc voilà, hein, comment on peut utiliser ces deux notions. Je viens de les utiliser pour essayer de comprendre un petit peu la vie de Freud, hein, en montrant qu'effectivement, il y a des descentes et puis une montée qu'on peut repérer. C'est assez intéressant en tout cas de pouvoir essayer de comprendre son histoire de cette manière-là. Oui, Christelle? Oui, en fait, ça me faisait penser aussi, parce qu'on parlait de la catabase qui amène en analyse, mais c'est aussi, je trouve, le chemin aussi parfois, pas toujours, mais en général, je trouve, de chemin de l'analyse en elle-même, de replonger dans son propre enfer pour pouvoir mieux s'en dégager. Enfin, en tout cas, je le vois avec certains patients qui passent par une phase dépressive et qui, pour arriver enfin à remanier quelque chose et à améliorer leur vie, quoi. Et ça me faisait juste penser à une citation de Frida Kahlo qui dit pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son enfer personnel. Je trouve que ça, enfin, en tout cas, ça me parle en rapport avec la catabase et l'anabase. Écoute, voilà, on se rejoint, c'est ce que j'allais dire justement. Je voulais conclure là-dessus en disant que justement, comme je vous disais au tout début, on peut considérer la psychanalyse comme un récit clinique et il peut être intéressant justement de l'associer donc au mythe héroïque et essayer de comprendre que finalement ce récit clinique qu'est l'analyse personnelle, eh bien, résonne aussi comme finalement une catabase suivie d'une anabase et qu'effectivement la psychanalyse implique ces phases dépressives qui peuvent être suivies de phases d'extase ou de transe. Et voilà, je crois que c'est James Hillman d'ailleurs qui en parle dans ce livre que j'évoquais tout à l'heure, La fiction qui soigne, et qui explique justement que la psychanalyse peut résonner comme une sorte de rite initiatique, comme une voie initiatique. Donc l'idée de finalement traverser les enfers pour pouvoir effectivement renaître à une seconde existence. Donc on peut retrouver cette idée-là. De toute façon, c'est pas antinomique à ce qui a pu Non, au contraire, redire pareil. ce sujet-là sur la psychanalyse. D'ailleurs, Freud nous dit bien que la psychanalyse, elle est impopulaire pour cette raison-là. Pour cette raison-là, puisqu'on n'est pas là pour narcissiser l'analysant, on n'est pas là pour lui faire plaisir, on est là pour finalement l'accompagner dans une sorte d'introspection qui ressemble bien évidemment à une catabase, puisque c'est une descente vers soi, vers les profondeurs de sa psyché, et que ça résonne comme une descente vers les enfers, puisque de toute façon, ce qu'on va découvrir va faire mal. Ça va être éprouvant. Et cette notion, effectivement, qui est peut-être aussi propre à la psychanalyse, le fait que la psychanalyse, c'est quelque chose d'éprouvant. Ce n'est pas forcément quelque chose qui fait du bien. En tout cas, c'est pas, de prime abord, ce n'est pas quelque chose qui a cette vocation directement de faire du bien. Et c'est pour ça aussi, si on est honnête, on sait bien que la psychanalyse, il y aura ce passage douloureux, il y aura une traversée du désert, et c'est ce qu'on vit parfois avec certains analysants parce qu'on sent que ça va stagner, on sent que tout d'un coup, il y a des moments, des passages qui font mal, il y a des passages dépressifs, et eh bien, notre but, c'est avant tout d'accompagner, et surtout pas de nous alarmer, parce que parfois, effectivement, j'ai des jeunes analystes qui viennent, qui sont un peu alarmés en disant « Mon Dieu, c'est une catastrophe, mon analysant est en train de péter les plombs ». Et c'est là où effectivement, il faut pouvoir un petit peu garder son sang-froid et comprendre que ça fait partie un petit peu du processus analytique. Donc forcément, il y a des moments donnés, il y a des moments qui vont faire mal, qui vont être désagréables pour l'analysant. Et à nous de montrer que, eh bien, il faut que ça passe. Il faut passer par là. C'est une épreuve. Il faut justement
amené à concevoir ça comme des épreuves initiatiques. Je pense que ça permet aussi de donner une vision, une dimension qui est autre que la dimension stricto sensu pathologique. Là aussi, ça peut être intéressant de dire que voilà, c'est un passage plus que… Parce que des fois, quand on parle de pathologie, on a l'impression que c'est définitif, que c'est sans issue. Alors, voilà, autant parler parfois de passage ou parfois de moments héroïques, parce que ça peut être vécu comme un moment héroïque. Je trouve, enfin après je crois que c'est toi aussi qui te situe un peu comme ça, mais j'allais dire finalement, chaque personne est le héros de sa propre histoire et c'est vrai que quand on a en fait, enfin moi je l'expérimente maintenant, ça fait pas si longtemps que ça, mais je trouve que chaque personne qui vient, commencer une analyse, c'est toujours un livre qui s'ouvre, c'est une histoire qui commence. On va accompagner ça, on va y prendre une certaine part, mais c'est vrai que c'est comme s'il y a eu une histoire avant et il y a l'histoire qu'on essaye de enfin en tout cas co-aménager pour la suite. Mais c'est toujours, ça me faisait penser qu'il n'y a pas si longtemps, je faisais un lien avec une amie qui lisait un bouquin sur les scénarios. Et moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez fort dans l'idée de… Elle apprécie écrire, bon, et moi, je parlais des analyses. Et finalement, je trouve qu'il y a cette histoire voilà, d'une histoire. C'est un récit. Il y a vraiment ce récit-là, de commun entre les deux, en fait. Il y a le récit de la fiction et le récit de la réalité, mais ça reste… Enfin, voilà, ça me fait penser… j'y vois quelque chose de très, très proche. Donc la personne arrive et elle est là elle est le héros, enfin elle est l'acteur, l'actrice de sa vie et enfin en tout cas il faut qu'elle puisse le redevenir ou le devenir, quoi. Je pense que la notion de héros est aussi une notion qui est commune à tous les courants analytiques, parce que je crois que ça soit Freud, Jung, Otto Gross, Reich, ils abordent tous la notion de héros. Après, effectivement, les divergences, elles sont surtout au niveau théorique, mais sur l'intérêt qu'on porte au héros, j'ai envie de dire que voilà, tous les analystes ont porté un vif intérêt au mythe héroïque. Moi, le premier, bien évidemment. Vous avez bien compris que j'étais très attaché à cette notion de héros. Et ce que tu dis, effectivement, rejoint un petit peu ce que je défends. C'est effectivement de se réapproprier un petit peu sa vie comme si on en était le héros. Et comme si on avait justement cette liberté de pouvoir un petit peu mener, et de pouvoir raconter, réécrire cette histoire. Et pour moi, effectivement, je entends aussi la psychanalyse comme une manière dont on peut être le narrateur de sa vie. Et c'est comme ça que je conçois cet théorisme-là. J'ai une question. Oui. Très cher Frédéric, j'ai une question. Bonsoir. Qu'est-ce que la transfiguration La transfiguration. du Christ, par exemple? Je n'ai pas parlé de transfiguration. Non, mais justement, quand il passe dans un stade d'élévation vers le ciel, etc., qu'il y a une espèce de transfiguration, les apôtres voient une transfiguration sur le Christ. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, c'est un terme qui pourrait être utilisé dans la recherche interne d'un patient sur sa transformation intérieure vers l'anabase, ou je ne sais pas, je ne suis pas très claire. La transfiguration fait-elle partie de on est sur une notion théologique. Je pense que ça rejoint certainement l'anabase de Jésus. Mais c'est vrai que c'est une notion qui est quand même théologique à l'origine, puisque la transfiguration, c'est le changement d'apparence corporelle. Donc, bon, après, on rentre dans un débat théologique qui est complexe que je ne maîtrise pas du tout, parce que je sais que c'est quand même des siècles de discussions théologiques sur ce sujet-là, sur le changement corporel du Christ. Alors là, je ne suis pas un spécialiste. Si quelqu'un qui est spécialiste de la question, je veux bien, peut-être Jean-Claude, tu peux nous apporter des éclairages sur la notion de transfiguration, mais je sais que c'est une notion complexe et je ne me sens pas spécialiste sur cette question. Si tu peux juste ouvrir ton micro. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Oui, cette notion de transfiguration veut dire que l'on passe par des phases où l'on n'est pas soi-même réalisé, et que à chacune de ces phases, qui ne sont pas des morceaux bien définis, à chacune de ces phases, on a le sentiment d'être autre, d'être un autre. Et ces transfigurations, elles sont d'ailleurs
C'est dans le chamanisme, par exemple, dans le chamanisme, dans les divers ésotérismes, on trouve ce chemin de transfiguration qui vous fait aller, qui est censé vous faire aller vers une libération de soi, vers une nouvelle personnalité, je dirais une personnalité gnostique. Voilà, c'est un peu la grâce gnostique qui en appelle à ces transfigurations. Et il s'agit de traverser des figures de soi particulières pour arriver à une personnalité qui est peut-être jamais atteinte. Et cette personnalité, c'est le rapprochement à la divinité qui ne peut se faire que par ces effets de transfiguration. Si l'on prend le Christ, eh bien, il est transfiguré en divinité, en Dieu. Au début, il est Messie, il est Christ, il est Machiach, et par ces différentes aventures, et notamment par ces catharsis qui l'amènent à résurrection, et là, il est pris pour Dieu, et il est Dieu. Il est Dieu, et il s'en va, il monte, et c'est là l'anabase absolue. Ouais, merci, c'est exactement ce que je voulais savoir. Merci. Bon, j'ai été un peu provoqué par Frédéric. Oui, c'est très bien. Merci, parce que comme on parlait de l'anthropologie et tout ça, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu se transcender, se transfigurer qui m'interpellait. Merci beaucoup. On ne vous parlera jamais en psychanalyse de transfiguration, parce qu'il y a là un sens magique dans lequel on ne peut pas tomber, dans la relation analytique. Merci Jean-Claude. Donc, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, avant qu'on passe à la question du pathos social. Donc, le pathos social. Alors, c'est quoi le pathos social? Alors, je vous renvoie tout de suite à un ouvrage important de Freud, qui est Malaise dans la civilisation, qui est le dernier ouvrage de Freud avec L'avenir d'une illusion. Et donc, ces deux ouvrages de Freud nous montrent un Freud qui, d'un coup, vraiment s'intéresse à la société. Il s'intéresse à une société malade, une société qui va mal. Et par-delà, il rejoint des réflexions qu'il a eues, notamment à travers un autre petit ouvrage que je vous conseille aussi de Freud. C'est une correspondance entre Freud et Einstein qui s'appelle « Pourquoi la guerre ?» Et donc, effectivement, Einstein et Freud correspondent et s'interrogent sur, effectivement, pourquoi l'homme, pourquoi en Occident, pourquoi il y a la guerre, etc. Et c'est très, très instructif. Donc, on a une époque, on est de toute façon au début du XXe siècle, et on a autant à la suite de Nietzsche et de Marx, à la suite des philosophes allemands qui posent ce qu'on appelle la critique sociale, la critique de la modernité, la critique de la société moderne. Eh bien, il y a tout un ensemble de penseurs, de sociologues, de philosophes qui commencent bien sûr à essayer d'analyser, de comprendre ce que j'appelle le pathos social, c'est-à-dire qu'on comprend que nous vivons dans une société qui est malade, qui est pathologique. Donc, qu'est-ce que les penseurs à l'époque, qu'est-ce qu'on peut retenir comme principaux symptômes? Parce qu'effectivement, là, on va parler du pathos social, c'est-à-dire qu'on parle d'une société malade. J'ai toujours en tête une citation, je ne sais plus de qui, je crois que c'est Krishnamurti, un penseur indien, qui dit qu'il faut vraiment être fou ou malade pour vouloir être sain dans une société malade, ou quelque chose comme ça. Donc, il pose cette question, est-ce qu'on peut être sain dans une société malade? C'est un peu cette question-là qu'on va essayer de comprendre, d'aborder. Est-ce qu'on peut aussi couper le sujet de la société? Est-ce que si je suis dépressive, est-ce que c'est du fait d'une société dépressive? C'est la réflexion que je vous soumets ce soir. Et je vais résumer brièvement, parce que je ne peux pas résumer plus d'un siècle
de critique de la modernité. C'est très, très long. Mais bon, premièrement, qu'est-ce qu'on va reprocher donc à la société? Donc là, pour le coup, on va parler bien sûr de la société occidentale. On ne parle pas de la société aborigène, on ne va pas parler de la société Nambiquara. On se cale sur la société occidentale et nos chers penseurs, et notamment on va se concentrer sur les penseurs européens, donc essaient de comprendre pourquoi la société occidentale est autant malade et qu'est-ce que c'est que les symptômes. Donc, bon, un des premiers symptômes qui est peut-être soulevé par Nietzsche, c'est l'idée de la mort de Dieu. Nietzsche, notamment dans Ainsi parlait Zarathustra, parle de Dieu est mort. Alors, qu'est-ce qu'il entend par Dieu est mort? Alors, c'est une notion qui va être beaucoup plus, qui est très complexe, puisque c'est toute une œuvre. Nietzsche nous explique qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de transcendantalisme dans la société, que le monde s'est matérialisé, est devenu marchand, est devenu matérialiste, et qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de possibilité de transcender la vie, il n'y a plus de rapport à Dieu. Et que même au sein des églises, puisqu'il s'attaque essentiellement aux églises, aux institutions, il explique quelque part, il dénonce une sorte d'hyper-rationalisation de la vie religieuse. Donc, il dit qu'en gros, le croyant est tout sauf dans une relation à Dieu. Et qu'il explique que les fidèles ont tué Dieu, ont tué cette relation transcendantale, en expliquant qu'on a construit une société matérialiste et marchande. Donc, effectivement, cette critique qui apparaît au XIXe siècle, on va la retrouver quelque part dans toutes les critiques qui vont suivre. On va parler d'ailleurs de dédivinisation. On dit que la société se sécularise, donc on cesse de croire, on devient athée, on cherche finalement à s'éloigner des croyances et on crée des habitudes rationnelles. Donc, cette idée-là, elle va être reprise par un célèbre sociologue, j'ai envie de dire le père de la sociologie, qui est Max Weber. Et Max Weber va parler de désenchantement du monde. Donc là, je vous renvoie aussi à un livre qui est essentiel, qui s'appelle sur le capitalisme ou l'éthique protestante. Et là, il fait le lien. Weber fait le lien. Donc, il explique que le désenchantement du monde, finalement, c'est une corrélation entre le capitalisme et le protestantisme. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans le cœur de la thèse qui est très complexe et je vous invite vraiment à regarder et à explorer cette notion. Il dit que finalement, l'émergence du capitalisme n'est possible que grâce, je dirais, aux règles de vie du protestantisme. Donc, je vous invite à aller consulter, à essayer de comprendre un petit peu cette corrélation. Mais surtout, il explique que la société se bureaucratise, se rationalise. Et il explique que plus on rationalise la société, plus elle est désenchantée. Donc, retenez juste ce symptôme-là, l'hyper-rationalisation de la vie sociale. Encore une fois, c'est très nietzschéen, puisque cette idée qu'il n'y a plus de transcendantalisme dans la vie. Il n'y a plus rien de transcendant, c'est que du matérialisme pur et dur. Donc, on parle aussi, si vous voulez, de rupture épistémologique, c'est-à-dire on ne comprend plus, on ne vit plus le monde de la même manière. Donc, il y a une rupture, c'est-à-dire que dans l'humanité qui a précédé donc la modernité, une humanité où la relation à Dieu est une relation qui était quotidienne et banale, c'était banal de croire et de vivre une relation à Dieu. Tout d'un coup, on passe à un autre mode d'être où effectivement, on est dans des modes relationnels fondés sur un pragmatisme et un rationalisme utilitaire. Alors, autre symptôme qui va être abordé par les penseurs, c'est la société qui divise. Donc, c'est déjà abordé dans Machiavel, dans le livre de Machiavel, Le Prince, l'idée que, effectivement, le prince, celui qui exerce le pouvoir, eh bien, la meilleure manière d'exercer le pouvoir, c'est de créer la division dans le peuple. Donc, c'est une idée qu'on retrouve déjà chez Machiavel, mais ce que les penseurs, donc au XIXe siècle, au XXe siècle, vont reprocher à la société occidentale, c'est qu'elle fonctionne sur le mode de la dissociation, de la division. C'est repris d'ailleurs par Jung. Jung parlera du principe de dissociation, le fait qu'on cherche à diviser donc les individus
entre eux, à montrer qu'il y a des différences et empêcher finalement empêcher toute conscience collective. Alors, autre terme qui est souligné, on parle de société dimythisée. Donc, dans la même logique que la mort de Dieu, on peut parler de la mort des mythes. C'est-à-dire que l'homme occidental ne croit plus aux mythes, ne croit plus en Oedipe, ne croit plus au Père Noël, ne croit plus, en tout cas, non plus cette relation naïve avec les mythes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un rapport qui est bien sûr rationnel au mythe, c'est-à-dire que le mythe est considéré comme quelque chose qui est faux. Donc, c'est une histoire fausse. Heidegger va nous parler, lui, de l'oubli de l'être, ou si vous voulez, l'oubli de la métaphysique. C'est-à-dire que l'homme occidental, en Occident, dans la société occidentale, on ne pose plus la question de l'être, on pose la question de l'avoir. L'existence se définit par rapport à ce qu'on possède et ce qu'on a, et pas par rapport à ce qu'on est. Je dis bien la société, hein, c'est-à-dire que là, on fait le diagnostic de la société, donc des institutions, c'est-à-dire comment l'institution réfléchit, comment l'institution pense. Ensuite, tout à l'heure, j'ai évoqué, un certain Mircea Eliade parle de la disparition des rites initiatiques, disparition de l'initiation dans cette modernité. Alors, voilà des symptômes, en tout cas, comment en tout cas les penseurs soulignent, on va dire, des défaillances de la société moderne. Alors, il y a d'autres symptômes qui sont évoqués, on ne va pas tout aborder parce que c'est une littérature qui est extrêmement abondante, extrêmement, qui concerne vraiment beaucoup de courants intellectuels. Là, je schématise surtout pour vous faire comprendre qu'il y a un intérêt de penser aussi une société qui souffre. Et on le voit bien actuellement, je pense qu'on a quand même aussi des données aujourd'hui, des données quotidiennes qui montrent qu'on a une société qui est en grande souffrance, qui ne fonctionne plus, qui est défaillante. L'idée, ce n'est pas ici pour faire un procès à nos dirigeants, ce n'est pas l'objectif. Pour nous, l'intérêt de prendre en compte cette critique sociale, c'est de pouvoir justement travailler le lien qui existe entre l'analysant et les institutions. C'est-à-dire que parfois, effectivement, peut se retrouver dans un corps professionnel qui est malade. Je crois que certains d'entre vous, vous êtes passés par là. Donc, quand un corps professionnel est en souffrance, je suis moi-même en souffrance. Et je trouve que ce qui est intéressant quand on étudie donc, tous ces penseurs, c'est de pouvoir amener à réfléchir et amener à une distinction. Parce que parfois, j'ai cette impression que quand c'est moi qui souffre, j'ai l'impression que cette souffrance-là, elle m'est propre. Elle n'est pas du fait de la société. Parce que souvent, j'entends ce discours que j'ai le pouvoir un petit peu de me prendre en charge et qu'il ne faut pas accuser les autres. Alors, il ne s'agit pas d'accuser les autres et de se défausser sur l'autre. Il s'agit juste de comprendre l'interaction, le lien qui peut exister entre une institution malade et un sujet. Et que je peux devenir, justement, je peux développer des symptômes parce que je suis dans un environnement malade. C'est des choses, effectivement, qui peuvent arriver. Et donc, ça nous sort un petit peu, si vous voulez, du schéma traditionnel qui nous pousse à faire le lien entre le sujet et les parents, parce que souvent, la psychanalyse, effectivement, a eu tendance, notamment Freud et Lacan, se sont beaucoup penchés sur le lien oedipien. Mais il existe d'autres psychanalystes, comme Otto Gross, Erich Fromm et Wilhelm Reich, qui ont justement longuement étudié Nietzsche et tous les penseurs critiques de la modernité et qui ont proposé aussi une psychanalyse. D'ailleurs, Onfray en parle dans un livre que je vous conseille qui s'appelle « Les Freudiens hérétiques » et il parle donc de cette psychanalyse de gauche. C'est lui volontairement qui appuie l'idée d'une psychanalyse de gauche qui s'intéresse à déconstruire et à démonter les liens, les relations de pouvoir qui existent entre l'analysant et les institutions. Et c'est vrai que c'est fascinant de pouvoir en tout cas questionner le sujet sur cette question-là. Par exemple, face à une école publique qui peut être défaillante, face à une intelligentsia déphasée, à des institutions politiques répressives,
les êtres humains donc, deviennent des individus seuls face à ce que j'appelle donc un pathos social. Donc, certains parviennent à s'adapter et à survivre dans cette société désenchantée, et d'autres sont malheureusement en proie à des souffrances morales bien éprouvantes. Donc, voilà, encore une fois, hein, la modernité hein, a produit aussi, hein, si vous voulez, a produit son lot de mythes. La question des intellectuels, c'est de se demander si, par exemple, le mythe de l'individu, est-ce que ce n'est pas un mythe qui est déphasé. Par exemple, il y a le mythe cartésien de l'homme maître et possesseur de la nature. Il y a un mythe qui est né à partir du XVIe siècle, comme quoi l'homme serait maître et possesseur de la nature. Certains sociologues, comme Michel Maffezoli, se demandent si finalement ce mythe-là n'est pas complètement désuet, déphasé. Voilà aussi comment nous, en tant qu'analystes, on peut aussi s'interroger, de comprendre aussi peut-être, d'imaginer que la société, par exemple la société française, eh bien, on peut aussi l'allonger sur le divan et essayer de comprendre cette société comme on peut comprendre l'histoire d'un analysant. C'est aussi ça ma démarche ce soir, de vous faire comprendre qu'on peut analyser une société comme on analyse un analysant et qu'on peut essayer de comprendre la souffrance de la France que peut allonger sur un divan et de comprendre effectivement les symptômes et de les interpréter, d'essayer de comprendre d'où ça vient, etc. Parce que voilà, j'ai cette conviction que je partage avec Otto Gross, Eric Fromm et Wilhelm Reich, qu'un pays, eh bien, c'est comme aussi une personne, et qu'un pays, eh bien, on rencontre aussi ses propres souffrances, ses propres douleurs, et qu'il est important aussi parfois de savoir écouter les souffrances de son pays. Donc, je vous pose aussi la question de voir effectivement, est-ce que c'est le rôle de l'analyste d'écouter les souffrances d'un pays ou de ses institutions. Donc ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser ce soir, parce que ça peut aussi sortir peut-être des habitudes de pensée propres à notre profession, parce que souvent on a l'impression qu'il faut être concentré sur notre analysant, mais pourquoi pas, en tout cas moi j'ai toujours travaillé dans ce sens-là, j'ai toujours eu à cœur aussi de pouvoir comprendre les souffrances de mon pays ou des institutions de mon pays, et effectivement de faire la corrélation avec mes analysants. Je vous laisse me poser des questions parce que je sais que c'est un sujet qui parfois peut être délicat. Oui, Magda? Bon, d'abord, tu sais, je vais partir à partir des constatations que on vit dans une société, c'est la fin de la modernité, et là, c'est la fin aussi de la domination de la société occidentale avec tous ces modèles que nous avons avec les rationalismes, avec tout ce que de tout ce que tu as parlé. Et le problème, justement, pour les psychanalystes, hein, c'est que justement, en face de cet effondrement évident, on passe d'une époque, c'est à mon avis une période où une certaine époque est en train de mourir, hein, de s'achever, c'est-à-dire tout ce qui a commencé ici avec la découverte de l'Amérique jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la domination de l'Occident, hein, avec le rationalisme, avec l'efficacité, avec tout ce qu'on a, l'industrie, etc. Et maintenant, comme ces choses s'effondrent, cette civilisation s'effondre, les gens qui appartiennent à cette civilisation n'ont plus des modèles, c'est-à-dire des modèles comportementaux pour agir, pour vivre d'une manière efficace, tout ça, ne fonctionnent plus. Donc là, le problème qu'il y a dans la société, une grande perplexité. Hein? On n'a pas de modèle, c'est-à-dire le modèle tel que on nous a appris dans les écoles, par la pédagogie, par la science, pour tout ça, ça ne fonctionne plus. On n'a plus de modèle, on ne sait pas comment fonctionner. Donc, il y a une grande perplexité et à mon avis, ça sort énormément dans votre pratique des psychanalystes. C'est une hypothèse parce que pour l'instant, je n'ai pas des analysants, mais quand j'observe la société, quand je parle avec des gens, moi-même, tout ça, on est
perplexe, on ne sait pas comment agir, on n'a pas de modèle comportementaux. Voilà. Encore une fois, on est là pour émettre des hypothèses, on n'est pas là pour faire de la politique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger le président de la République. On est là, si vous voulez, pour essayer de comprendre, est-ce qu'on peut réfléchir en tant qu'analyste, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se passe dans l'inconscient de la France, par exemple, dans l'inconscient d'une institution. D'essayer effectivement d'analyser des choses qui ne sont pas dites, des tabous, des choses qui sont en arrière-plan quelque part, des choses qui sont invisibles. Donc, c'est un peu la démarche que moi j'ai aussi en tant que sociologue, c'est effectivement d'analyser les fantasmes et les désirs de tout un peuple, de tout un pays, d'une structure. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'avant effectivement de cracher, d'insulter un dirigeant, on devrait plutôt être amené à comprendre comment fonctionne un système, puisque un système, finalement, c'est une sorte d'algorithme, et de voir effectivement là où ça pêche, parce qu'il y a forcément des forces contradictoires, il y a des forces qui dépassent de toute façon un dirigeant. Moi, j'ai toujours cru, et d'ailleurs Freud l'explique aussi, que de toute façon, voilà, je veux dire, une institution, ça possède aussi une sorte d'inconscient, et que c'est motivé aussi par des forces inconscientes, des forces qui dépassent toute volonté pragmatique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, notre pays est dépassé par des forces inconscientes qui dépassent les mesures pragmatiques. Donc, il y a l'existence de forces inconscientes, institutionnelles et collectives. À mon sens, ça existe. Oui, Christelle? Bon, je crois que tu viens de le dire, mais je me demandais, voilà, je me disais, c'est le rapport avec l'inconscient collectif, finalement. Alors, ce n'est pas celui de Jung. Hein. Non, ce n'est pas celui de Jung. Enfin, en tout cas, moi, ça m'évoque ça. Ça m'évoque le fait qu'il y a quand même quelque chose de collectif. Et puis, je me dis que, enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même important de s'interroger quand même sur ça, parce qu'on a de plus en plus, et d'autant plus maintenant, des patients qui arrivent et la première plainte, c'est la société, ça me fait peur, où on va, qu'est-ce qui se passe. Et après, on peut arriver à voir comment ça résonne en eux à titre individuel, mais il y a quand même cette projection comme ça qui s'exerce, et ça me fait penser aussi, quand tu parles des dirigeants et de la société, finalement, et la différence avec les parents, mais en fait, finalement, c'est aussi fantasmatiquement, quelque part, un parent. Il y a des gens, en tout cas, qui dans leur tête, les gouvernants occupent une place parentale presque. Ou en tout cas, voilà, la société ou les modèles, comme parlait Magda, des modèles, etc. Mais en tout cas, je trouve que voilà, la plainte aujourd'hui, elle arrive souvent comme ça. Je me retrouve pas dans la société, je comprends pas, la société va mal, ça me fait peur, ça m'angoisse, etc. Si on n'est pas un peu à l'écoute de ce qui se passe au niveau sociétal, c'est compliqué d'entendre ce qui se passe pour la personne. Complètement, il faut bien comprendre. Voilà, par exemple, voilà, c'est vrai que quand je lis les commentaires sur Facebook par rapport, par exemple, à Emmanuel Macron, que je ne connais pas, mais bon, j'ai eu la chance dans le passé quand même d'être collaborateur de François Hollande. Juste avant enfin, je l'ai aidé parmi d'autres collaborateurs, on a fait sa campagne des primaires socialistes, on a aidé un petit peu à monter des dossiers, etc. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'un dirigeant, il ne se rend pas compte de ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on fait de la politique, on est complètement pris dans ses objectifs. Ce sont des objectifs de campagne qui visent à gagner des voix, faire gagner un parti. On n'est pas du tout dans l'analyse de ce qui se passe, dans l'analyse des forces inconscientes. On est complètement loin de tout ça. Et donc, un dirigeant politique est lui-même pris dans la valse de ces forces inconscientes collectives. C'est que lui-même est dépassé. Et ça, si je dis ça, effectivement, les gens vont me lancer des tomates à la figure, mais Emmanuel Macron lui-même est complètement dépassé. Je veux dire, un dirigeant n'est pas capable. C'est-à-dire que j'ai l'intime conviction que quand on est aux manettes, on n'est pas vraiment aux manettes. C'est-à-dire que ça ne se dirige pas, puisque je vois l'État français comme un système qui est en train de nous échapper. C'est-à-dire que c'est effectivement, quand Freud nous dit que le moi n'est pas maître dans sa maison, j'ai envie de dire que l'État français n'est pas maître dans sa maison. Et qu'effectivement, ce sont des forces inconscientes qui, quelque part, dirigent notre pays. Comme en ce moment, c'est le principe de précaution qui est en train de diriger les choses.
c'est le principe de précaution. Donc, c'est une force qui nous échappe, c'est-à-dire qu'on a mis en place un principe de précaution et aujourd'hui, on est complètement dépassé par ce principe-là. On n'arrive plus à gérer les choses parce que, effectivement, comme dans toute force inconsciente, comme dans toute force pulsionnelle, on est un petit peu dépassé. Et donc, c'est aussi ce qui peut nous arriver en tant qu'individu. J'ai l'intime conviction que ça peut arriver à un État et à un peuple, qu'on peut être dépassé par des forces. En tout cas, ça résonne avec l'individu, forcément. Oui, Céline. Oui, je voulais dire aussi, moi, ça me fait repenser au XVIIIe siècle avec l'effondrement de la monarchie et la mise en place de la Constitution, où on a eu aussi cet effondrement et ce peuple qui n'avait plus de demi-mesure, et avec toute cette anarchie qui s'était mise en place à cette époque-là. Et moi, je fais vraiment un espèce de transfert avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il y a eu aussi des lobbying de fait aussi par certains des Lumières, Lafayette, on en passe. Et je trouve qu'il y a un peu cet effondrement de la monarchie pour l'arrivée de la Constitution. Il y a eu tout ce remaniement aussi. Et je fais un pendant avec le 18e, justement, de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que oui, il y a des liens à faire. De toute façon, l'histoire nous renseigne qu'à chaque fois qu'il y a eu des changements, généralement, ça ne s'est jamais fait par un homme ou un gouvernement. Ça s'est toujours fait généralement par les forces collectives d'en bas ou par des événements extérieurs comme des grandes guerres, des pandémies, etc. Donc, ce sont souvent des forces qui nous dépassent et qui font changement dans une société. En tout cas, c'est ce qu'on constate quand on est historien, sociologue. C'est le constat qu'on peut faire. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que l'histoire nous montre aussi des choses qui se répètent. Il y a des choses qui se répètent. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'aller étudier l'histoire des pandémies parce que vous allez vous rendre compte qu'on est en train de répéter que ça va se passer de la même manière que par rapport à la grippe espagnole, que par rapport au choléra il y a 2-3 siècles. Donc, on va vivre les choses de la même manière. C'est-à-dire que généralement, une pandémie, ça dure entre 2 et 5 ans. Et donc, ça va être à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'un État on est loin, encore une fois, je pense que le mythe de l'homme maître et possesseur de la nature, on voit bien que c'est un mythe qui ne marche pas. Parce qu'un État ne peut pas maîtriser un virus. On voit bien que le virus, d'ailleurs, il vit sa vie, j'ai envie de dire. Comme dans les siècles passés, ça fait plus de 20 siècles que les virus et que les pandémies font ce qu'ils ont à faire. Je crois qu'effectivement, sans être fataliste, je ne suis pas un discours fataliste que j'essaie de vous inculquer. J'essaie juste de montrer que l'histoire nous montre aussi une histoire des forces inconscientes. Et en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ça a intéressé Freud dans Malaise dans la civilisation, et Freud avait ce grand intérêt de comprendre que les forces inconscientes, elles agissent non seulement chez l'individu, mais dans la société, et que ça bouleverse les sociétés. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment sur les plateaux de télévision. Bon, c'est vrai qu'on a toujours les mêmes psychanalystes, mais c'est vrai que je trouve que c'est un sujet intéressant. Et bizarrement, c'est Michel Onfray qui en parle le plus, qui n'est pas psychanalyste et qui a descendu la psychanalyse de Freud. Et c'est lui qui en parle le plus. Étrange paradoxe. Pas tant un paradoxe que ça, parce que oui, Marie-Josée. Pardon. Oui. Ah, Thibaut, tu voulais parler? Je t'ai pas entendu. J'ai coupé l'herbe sous le pied à Marie-Josée. Je lui laisse la parole. Non, c'est pas grave. Marie-Josée, je t'en prie. J'étais là. Oh bon, d'accord, merci Thibaut. C'est simplement pour dire que là, on assiste, c'est vrai, à une répétition cosmique, je dirais, de l'inconscient cosmique quelque part. C'est une répétition de l'inconscient cosmique. Ça existe. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, on me disait tous les 70 ans, la Terre se nettoie par une guerre, par une pandémie ou quelque chose comme ça. Maintenant, je voudrais simplement rebondir sur ce qu'a dit Magda, le modèle. Et moi, je trouve que le modèle vient de nous analysons, surtout ceux qui veulent devenir analystes, parce qu'ils déploient eux-mêmes des recherches qui vont
en avant par rapport à la psychanalyse. Ils adoptent le yoga ou le reiki ou les choses, enfin, d'autres sciences du corps, un ailleurs qui fait partie de la psychanalyse, mais qui se développe. Et moi, je crois que le modèle, il se fait avec ce qu'on vit quelque part. Et le modèle va venir, les analysants se plaignent, c'est vrai, mais d'abord, quand ils sont en analyse, ils sont peut-être moins marionnettes que les autres parce qu'ils ont un certain, valeur de comprendre les choses par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres. Et bon, je me dis, dans tous ces moments-là, il se passe quelque chose, ça c'est pas nouveau ce que je dis, mais par rapport aux analysants que je peux écouter, il y a quand même une force qui s'installe dans les psychanalyses autre que, avec un autre chemin que nous, mais qui est très prometteur et qui correspond à un certain soin des autres. Voilà, merci. Merci Marie-Josée, je te rejoins complètement. D'ailleurs, je voulais conclure là-dessus, sur le fait que autant effectivement on peut analyser les symptômes d'une société, on peut analyser un état de souffrance, mais également, ce qui me semble aussi important, c'est qu'on peut aussi analyser aussi les traits de vitalité d'une société. On peut essayer de voir aussi les modèles qui sont en train d'émerger. On peut essayer justement de voir les pulsions de vie qui sont ici et là, parce qu'il y a quelque chose qui bouge. Et c'est le discours aussi que je tiens depuis le début de cette pandémie, en disant que oui, il y a quelque chose qui va mal, il y a une souffrance, mais en même temps, je le dis ouvertement, il y a un renouveau qui va se faire après la pandémie. Vous allez voir que quand on regarde l'histoire, à chaque fois qu'il y a une pandémie ou une guerre, on a connu une période de prospérité. Après la grippe espagnole, on a eu les années 20, et culturellement, ça a été extraordinaire. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu les 30 Glorieuses, donc on avait quand même les périodes les plus prospères dans notre pays. Donc, c'est le paradoxe. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, catabase, anabase. Eh bien oui, il y a une anabase derrière la pandémie. Et moi, je vous invite tous à préparer cette anabase parce que voilà, cette pandémie, elle va encore durer un petit peu, mais je vous garantis que derrière, il va y avoir une véritable anabase. Et d'ailleurs, je l'entends ici et là, la psychanalyse est en train de revenir au devant de la scène. Et je vous fais le pari. Je vous fais le pari que dans 1 an ou 2, on va être de plus en plus sollicité. Et ça, j'en ai cette conviction-là. De plus en plus de gens vont se tourner vers la psychanalyse. Et vers une psychanalyse aussi qui va elle-même se renouveler. Et ça, j'en suis persuadé. On va renouveler avec ce qu'on est en train de vivre. On est obligé de changer. D'ailleurs, on est déjà en train de changer. La plupart de nos collègues sont en train de changer. Notamment, on a changé notre manière de faire. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on est en train d'utiliser de nouvelles technologies. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui est nouveau, qui est opérant, qui crée des relations qui sont différentes, pour le meilleur et pour le pire. Mais forcément, ça amène à créer du changement. Alors, je ne sais pas si ce sera mieux ou pas. Je ne suis pas en train de vous dire, je ne suis pas devin. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va changer. Ça change les rapports et ça change la manière de faire. Donc, on est dans la transition de toute façon. La pandémie permet d'accélérer cette transition. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, j'ai envie de dire, il est là un petit peu mon optimisme, il se situe là. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aussi accueillir ce changement, je dirais, dans la quiétude. Il faut y croire aussi. Je pense que le fait d'amener de parler de certains penseurs comme Nietzsche qui nous amènent à critiquer la société, on n'est pas là pour critiquer pour critiquer. Je pense que la critique doit nous amener juste peut-être à modifier certaines manières de penser, manières d'agir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est parce que je change de manière d'agir et de penser que j'arrive à créer des choses qui sont différentes. Et c'est ça aussi la créativité. J'ai envie de dire aussi, de finir sur ce discours-là, la psychanalyse, c'est aussi de la créativité. Je dirais, beaucoup de créativité. Je dirais avec Apollinaire, sous les ponts Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il que je m'en souvienne, la joie venait toujours après la peine, chers amis. Ah, bon. Oui, Thibaut. Je reviens sur un truc. Tout à l'heure, quand on parlait de Michel Onfray, il avait sur le plateau, il venait parler de Crépuscule d'une idole, le livre qui descendait Freud.
Et il y avait sur ce plateau de télé très célèbre, un célèbre psychanalyste qui était aussi le père de l'éthologie française, dont j'ai perdu le nom. Et en fait, ce monsieur, en écoutant la critique de Boris Cyrulnik, voilà, Ouais. en écoutant Onfray parler de la critique de la psychanalyse freudienne, et donc c'était une critique à charge contre Freud et non contre la psychanalyse. Boris Cyrulnik en a déduit que M. Onfray était un psychanalyste qui ne s'était pas trouvé, ce à quoi Michel Onfray n'a pas su quoi répondre. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, les attaques à charge aujourd'hui, il y a une dame qui est journaliste qui a réalisé quelques films, notamment sur l'autisme, la psychanalyse et l'autisme, et qui a monté un film à charge extrêmement bien fait, et qui a d'ailleurs en partie raison. Il y a du montage qui donne un effet un peu télé-réalité à la chose. Et Onfray a ici écrit un autre ouvrage qui est apostille d'une critique, qui est la suite de Crépuscule d'une idole, et dans lequel il donne une vision de la psychanalyse. Qu'est-ce que serait la psychanalyse avant et après Freud? Donc je pense que Onfray est un psychanalyste qui s'ignore. Complètement. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il a écrit. Et dans la playlist que j'ai créée, la playlist Athanor, je vous ai laissé des vidéos de Michel Onfray parce qu'il a donné des conférences formidables justement sur Erich Fromm, Otto Gross et Wilhelm Reich, donc les psychanalystes marxistes et anarchistes du temps de Freud. Et c'est assez fascinant parce qu'effectivement, ça donne aussi des commentaires, je dirais, complémentaires, enfin en tout cas des commentaires complémentaires à ce qu'on peut connaître, en tout cas ceux usuels, on va dire. Et donc du coup, ça rejoint un petit peu en fait sur ce que vous expliquiez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la psychanalyse, que le freudisme est un élément intéressant historique, qu'on peut rediscuter l'enjeu de l'Oedipe en psychanalyse, qu'il n'est pas forcément systématique, et qu'on peut aller un peu au-delà, et que ce n'est pas forcément une science, plutôt un cadre dans lequel on pense et on réfléchit, et que ce n'est pas inaliénable, inaltérable. Donc oui, je suis un fervent défenseur d'une psychanalyse adogmatique et plurielle, mais je pense que le grand public a encore trop le freudisme en tête. Que tant que vous n'avez pas fini de coucher avec votre mère, ou vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez mal désiré votre père, pour mesdames, voilà, je pense qu'on est dans un carcan historique et qu'on retient juste de l'histoire que certaines choses. Et c'est d'ailleurs la critique d'Onfray et d'autres. Voilà. Tout à fait. Tout pour moi. Merci Thibaut. Si je peux juste me permettre, Oui. ce serait intéressant de lire ce qu'a dit Elisabeth Rudinesco au sujet de Monsieur Onfray, justement, qui est une position tout autre. Parce que moi, mon opinion sur Monsieur Onfray est plutôt négative. Donc, si vous pouviez aller voir ce que dit Elisabeth, ça recentrerait un peu le personnage aussi. Parce que là, on est du côté positif sur Monsieur Onfray. Il faut aller aussi voir de l'autre côté, comme tout à l'heure, on parlait de la société. Il y a du pour, du positif, du négatif. Et sur un personnage, il y a toujours du pour et du négatif. Mais voilà. Monsieur Onfray est un polémiste. Hein. Il a un petit côté zémourien complètement. Il a surtout fait beaucoup d'erreurs. Il aime beaucoup attirer le regard sur lui. Madame oui. Il y a une histoire de la psychanalyse qui est fascinante. Il y en a pour 1600 pages que j'ai lues et qui sont effectivement fascinantes. Mais oui, le personnage de Monsieur Onfray est complètement caricatural aussi, puisque c'est un nouveau Raphaël Enthoven, mais c'est un homme de médias. C'est un penseur, certes, mais c'est un homme de médias. Après, Madame Rudinesco l'a accusé d'antisémitisme. On a accusé Monsieur Onfray de racisme, de misogynie. Voilà. Il a aussi fait beaucoup d'erreurs dans ce qu'il dit sur la psychanalyse. C'est assez intéressant à reprendre point par point quand il en parle, parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs.
Il y a l'anti-livre noir de la psychanalyse que je vous recommande, où Madame Roudinesco a dit des choses assez intéressantes. Et il y a un article du Monde qui date de la parution du livre du Crépuscule du Nidal, où Madame Roudinesco fait tout un... Ouais, je le connais, ça. Tout un contre-pouvoir. Mais j'aime beaucoup les deux personnages. Je ne les connais pas. J'ai beaucoup lu Madame Roudinesco, j'ai lu un petit peu de Monsieur Onfray, mais le côté homme public et femme publique a un côté gênant. Ils sont polémistes à la fin. Ils sont connus et ils veulent se faire entendre. Oui, c'est sûr. C'est un peu le cri de Deschapelles. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'est sorti le livre noir de la psychanalyse, qui était très très intéressant, que je vous recommande de lire, il y a vraiment des choses, notamment sur le premier cas de guérison de la psychanalyse, qui est en fait le cas Pappenheim, qui en fait la jeune fille n'est jamais sortie de son hystérie. Avant la première parution de l'ouvrage du maître de Freud, Breuer, il y a des faits historiques qui sont recontextualisés dans le livre noir de la psychanalyse qui sont très intéressants historiquement et qui sont tout à fait vrais. Et puis l'anti-livre noir de la psychanalyse, qui est sorti juste après la parution de ce livre-là, est en fait une republication de conférences contre les TCC, ce qui est dommage parce que là, il n'y a rien d'étayé, c'est plus une critique libre et ouverte, comme Madame Roudinesco le fait sur Onfray ou comme Monsieur Onfray le fait sur plein de sujets divers et variés d'actualité. Mais c'est de la polémique plus que de la réflexion d'intellectuel. À la différence de ce que je trouve intéressant ici, c'est la plupart d'entre nous partageons des choses un peu ouvertes et sans jugement, alors que pour le coup, l'anti-livre noir de la psychanalyse, même s'il essaye de remettre au diapason effectivement les écarts qu'il y a pu avoir dans l'histoire de la psychanalyse, c'est quand même beaucoup de polémiques pour dire non, nous on est là. C'est le seul regret que j'aurais. Juste pour ajouter quelques réflexions, il faut garder à l'esprit, je pense ce qu'on s'était dit il y a 2 ou 3 semaines, quand on avait parlé de l'époquée chez les stoïciens, l'idée, à mon sens, qu'on n'a pas à prendre position pour ou contre. Et par rapport à Onfray, moi, ce qui m'intéresse, et ça, je l'ai toujours dit, c'est le professeur Onfray, effectivement, qui parle de autogrosse, parce que aucun psychanalyste, que ce soit chez les lacaniens, chez les freudins, chez les jungiens, personne ne parle du premier psychanalyste dissident de Freud, qui est autogrosse et dont on peut lire les écrits dans Psychanalyse et Révolution. Et Onfray a ce mérite-là, parce que sans Onfray, je n'aurais jamais connu ce psychanalyste qui est très important dans notre histoire et qui est mort à cause des censures qu'on a faites sur lui. Donc, pour moi, c'est d'abord l'intérêt. Ensuite, effectivement, il y aurait des choses à dire sur Michel Onfray comme sur tout intellectuel, puisqu'il y a une part de lumière, il y a une part obscure. Et donc, il y aurait effectivement beaucoup à dire et beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais voilà, on n'a pas forcément en tout cas, ce soir, peut-être qu'on n'aura pas forcément le temps d'aborder la question, mais en principe, je dois faire venir Elisabeth Roudinesco à l'APE, donc elle doit venir échanger chez nous ici, donc il faut que je voie avec elle pour une date, voir si elle est d'accord sur le principe. Donc, mais ma posture, en tout cas, la posture, elle est très claire, la posture de l'APE est très claire. On n'est pas pour Michel Onfray, on n'est pas contre, on essaie juste de… moi, c'est le professeur qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il transmet une parole, il transmet un savoir et je saisis cette opportunité. Donc, après, moi, personnellement, le côté polémiste m'intéresse moins. Effectivement, le Michel Onfray, qui se positionne comme un philosophe, comme un acteur dans la vie publique, il ne m'intéresse pas. Après, c'est ma part personnelle, je ne suis pas non plus d'accord avec ce qu'il dit sur les plateaux de télévision, mais ce qu'il dit au sein de son université populaire, ça, je trouve ça intéressant, parce que c'est surtout lui qui m'intéresse, c'est plutôt le Michel Onfray, philosophe, professeur de philosophie, c'est lui que je trouve le plus intéressant, et c'est pour ça que je vous dis vivement l'intérêt à lire ce qu'il a écrit sur les psychanalystes marxistes et anarchistes, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur eux, sur ce courant-là.
Vous verrez hein, sur Internet, il n'y a pas grand-chose. Et donc, Michel Onfray a eu ce mérite de faire ce travail. Effectivement, donc voilà, je peux juste que m'en réjouir parce que il vient, voilà, il vient me nourrir intellectuellement. Ça, c'est bien. Après, effectivement, je suis pas d'accord sur ce qu'il dit par rapport à l'argent et la psychanalyse. Je pense il y a des choses qu'il ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas, il a aussi des lacunes, hein, Michel Onfray, c'est pas un intellectuel qui a des lacunes, il n'a pas lu Jung, il ne comprend pas la notion d'imaginaire, de pensée mythologique, le symbolique, c'est quelque chose qui n'est pas dans sa culture. Ce que je reconnais à Onfray, pour moi, vraiment, sa particularité, c'est qu'il connaît bien les pensées de gauche et de voir effectivement comment ces pensées s'articulent avec la psychanalyse. Ça, je trouve ça intéressant. Par contre, sur la question des fantasmes, la question de la clinique, je pense il s'est aventuré sur ce terrain-là et il n'avait pas les bons outils parce qu'effectivement, je pense qu'il n'a jamais suivi un analysant. Il sait pas, à mon sens, il y a peut-être une expérience qui lui manque par rapport à l'écoute de la souffrance d'autrui. Donc, il y a beaucoup de choses qui manquent aussi chez Onfray. Et ça aussi, je l'ai déjà souligné. Donc, c'est vrai que c'est difficile parfois de conjuguer l'anabase et la catabase, donc de faire un portrait le plus juste possible. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté qui est intéressant, puis il y a un côté peut-être effectivement qui est polémiste. Il y a des lacunes chez Onfray, il y a beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il se plante. Notamment, ce n'est pas parce que Freud a un côté obscur que ça fait de lui un mauvais analyste. Ça aussi, c'est le paradoxe. Ça, il n'a pas su l'analyser. C'est-à-dire que c'est ça le paradoxe, c'est que c'est les travers de Freud qui ont permis à Freud de comprendre aussi certains de ses analysants. Et ça, c'est important de dire que ce n'est pas parce que je souffre en tant que psychanalyste, ce n'est pas parce que j'ai des travers que je suis un mauvais analyste. Ça, c'est important et ça, il n'a pas du tout compris. Il est tombé dans la facilité en disant Freud, il a vu que les catabases de Freud. Et il s'est arrêté à ça. Et donc là, effectivement, on peut voir des lacunes, en tout cas à ce niveau-là, chez Onfray. Donc, ça serait intéressant. Peut-être qu'un jour, on aura la chance de débattre avec lui parce que je trouve que c'est un intellectuel intéressant, qu'effectivement, il amène à penser. Je pense que ce qui est intéressant chez un penseur, c'est qu'il donne à penser, à réfléchir. Ce n'est pas qu'il ait raison ou qu'il ait tort, parce que moi, ça ne m'intéresse pas forcément d'avoir un débat où il faut que quelqu'un montre qu'il ait raison. Je pense que ce qui est important, c'est d'amener à une pensée. Ça, moi, m'amène à interroger ma pratique et à faire évoluer ma pratique. Je trouve que c'est ça qui est génial. Et c'est vrai que moi, je dis ouvertement, Michel Onfray a fait évoluer ma pratique. Il m'a poussé à m'intéresser à des psychanalystes marxistes et anarchistes. Donc, pour ce coup-là, je suis reconnaissant parce que c'est intéressant. Après, pour d'autres choses, je ne suis pas d'accord du tout. Voilà, que les choses… Je peux dire quelque chose, Oui, Frédéric ? Oui. Moi, je vais dire un truc tout simple. Me concernant, moi, j'ai l'impression que depuis le mois de mars, on est dans une espèce, avec le confinement, dans une espèce de grande séance de psychanalyse, tous. Et comme on est tous interconnectés, interdépendants, je veux dire que tout le monde évolue. Alors, c'est vrai que moi, me concernant, ça a été très bizarre. J'ai eu plusieurs phases. Au début, j'étais dans une colère terrible parce que je suis contre le système sécuritaire. Donc, je trouvais que c'était incohérent, c'était tout et son contraire. Donc, je ne voulais plus rien écouter. J'avais même fait un t-shirt où j'avais marqué taisez-vous, c'est la mascarade. Je l'ai fait pour de bon, parce que j'étais en colère. Donc, au début, je n'y croyais pas. Je ne voulais même plus écouter les infos. Et puis après, je me suis dit, évolue, pas de dépréciation, pas de ressentiment. Vous voyez, je suis passée par autre chose et encore par autre chose. J'étais en colère parce que je trouvais que par moments, ils nous infantilisaient, ils nous prenaient nos libertés. Donc, ça m'agaçait. Donc, je suis dans une grande séance de psychanalyse depuis le mois de mars. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ah, c'est intéressant. Voilà. Et puis là, récemment, mardi, quand il a parlé, le président, j'ai trouvé que là, il faisait appel à notre responsabilité. J'ai trouvé que c'était plus intéressant et que du coup, il y avait, entre guillemets, plus de respect. Alors j'ai dit, bon, peut-être que jusqu'à présent, il ne contrôlait pas, il ne savait pas. Mais je me suis dit, ça, c'est mieux maintenant. Maintenant, on fait appel à la responsabilité.
on est moins infantilisé, c'est plus light, ils ont ouvert, hein, on va pouvoir se promener pendant 3 heures à 20 km à la ronde, parce que moi, je me sentais vraiment, je trouvais ça complètement incohérent. Et j'étais même très contrariée et je le suis encore, hein, pour les restaurants, pour les bars. Je trouvais que c'était très injuste pour certaines personnes. Et du coup, moi, je pense qu'on est tous dans une grande séance comme ça et on travaille puisqu'on est confiné. Mais bon, moi, je sors tous les matins, j'ai des choses à faire. Hein, mais on est confiné quand même et à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des grosses dépressions. Il y a des suicides. Il y a des femmes battues, il y a des enfants battus, il y a des gens qui ne vont pas bien du tout. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'accompagnement. Et moi, quand je l'ai dit au mois de mars, parce que j'étais sur une liste municipale, je l'ai dit à ma liste, on était 33 sur la liste, et j'ai dit, vous allez voir les dégâts. Pour l'instant, on ne parle que du virus, que de la Covid, et on ne va pas parler des dégâts. Et je me suis disputée avec une cousine qui est sur Paris, qui est professeure dans un hôpital, elle m'a dit, comment tu… J'ai dit, non, mais vous parlez de la Covid, il n'y a pas de problème, j'adhère. C'est très grave ce qui se passe. C'est une pandémie, mais il va y avoir des répercussions terribles au niveau du mental, au niveau des pathologies mentales, des souffrances. Et ça, j'ai trouvé que ça n'avait pas été pris en compte, pas assez rapidement. Vous voyez? Donc, je trouve qu'on a, enfin moi en tout cas, ça m'a bousculé dans ma vie tous les jours, la nuit, j'ai écrit, j'ai réfléchi et ça a été un gros travail. Et maintenant, je suis arrivée à un point où plus de colère, plus de critique, plus de dépréciation. Je me dis, bon, allez, je me nourris du monde et donc je dois porter ma pierre à l'édifice comme je peux. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et on est tous complémentaires. Et c'est vrai que maintenant, bon, j'écoute sans m'énerver. Alors qu'à un moment donné, je me disais, ils disent que des conneries, c'est incohérent. Et finalement, je me suis rendu compte que peut-être, finalement, ils faisaient comme ils pouvaient. En tout cas, ils ne contrôlaient plus rien, quoi. C'était difficile pour eux, quoi. Tout à fait. Donc, j'ai eu plus de bienveillance, on va dire. Je pense qu'à un moment donné, on a tous été touchés. C'est-à-dire qu'on a vu que ça allait mal. On a senti en tout cas la fragilité de la société. Et du coup, on s'est laissé nous-mêmes envahir par des pulsions inconscientes. Et on a ressenti, je pense qu'on a tous à peu près ressenti à un moment donné la peur par rapport à quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Donc, en ce cas de figure, effectivement, ce qu'on traverse est une forme de catabase. Donc, il y a vraiment une sorte de traversée collective de l'enfer. Et après, effectivement, chacun se débrouille, bricole comme il peut dans sa petite bulle individuelle. Donc, chacun va gérer la chose différemment. Il y a des gens qui vont tout de suite pouvoir gérer la chose et contrôler les pulsions, et d'autres qui vont avoir beaucoup plus de difficultés. Et bien sûr, en tout cas, je le ressens chez mes patients. Il y a des patients, effectivement, qui rentrent dans des grandes souffrances du fait des informations, et d'autres qui gèrent la chose plutôt bien. Et des gens qui ne sont pas du tout perturbés aussi. Des gens qui ne sont pas perturbés parce qu'ils vivent dans leur bulle et ils ne sortent pas déjà à la base. Ils ne sortent pas de chez eux, donc ils ont leur… moi, je connais des gens qui ne sortent pas du tout, qui mettent le masque dans la maison, mari et femme, ils ont le masque. Hein. Oui. Après, il y a toutes sortes de cas de figure. En l'occurrence, voilà, tout ce que je voulais souligner ce soir, c'était juste qu'il y a un effet des institutions sociales, de l'État, donc des appareils qui peuvent être défaillants, donc ce que j'appelle le pathos social, et ça peut avoir, et donc effectivement, ça peut avoir un effet sur les sujets, en l'occurrence sur nous, et que effectivement, ça nous amène à nous réinterroger. Et nous, en tant qu'analystes, on est là de toute façon pour accompagner et pour comprendre qu'effectivement, ce qui est en train de se passer au niveau sociétal a un impact sur les analysants. À nous de garder notre sang-froid, puisque en l'occurrence, il faut aussi, avant tout, qu'on soit capable de gérer ça. Ça, c'est important aussi. Un psychanalyste, ce n'est pas un super-héros, il n'est pas invincible, donc il est aussi touché au même titre que les analysants. Donc forcément, il y a des collègues qui ont arrêté leur activité. On a des collègues qui ne reçoivent plus.
qui ont tout arrêté par peur. On a des collègues qui ont pris peur. Donc, on a des situations, effectivement, on a des cas de burn-out, il y a des cas de dépression chez certains de nos collègues. Donc, vous voyez, ça peut aussi, ce pathos social peut toucher autant les analysants que les analystes. D'où l'importance d'en parler, puisque notre boulot, c'est de mettre des mots sur des émotions, sur des frustrations, des fantasmes, des défaillances, etc. Que ça soit sur le sujet, sur l'analysant, mais pourquoi pas aussi sur la société. Donc voilà le mot de la fin. N'hésitez pas à mettre des mots sur les souffrances de la France. J'ai dit. Bon, ben, on va en ressortir grandi, je pense. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Frédéric. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.